Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du 1er novembre 2023. On est mercredi 7h30 avec un BTC à 34 400 $ à l'équilibre ce matin et c'est du côté des alts où on continue d'avoir une très belle performance pour Solana, 38 $, 4% 40 sur les dernières 24 heures qui se hisse continuellement depuis quelques semaines. Il y a en ce moment même le Solana Breakpoint, la conférence si je dis pas de bêtises, et Solana donc qui capitalise aujourd'hui 16 milliards au niveau de son market cap. On a moins 6% pour Chainlink, moins 3 pour Polygon et Polkadot, moins 4 pour Shiba Inu, moins 2 pour LTC et BCH, moins 6 pour Avalanche et ensuite en bas du tableau, comme d'hab, on a Ethereum Classic qui lui est en positif de quasi plus 3%. À la 22e place, on a Atom Cosmos, moins 4 qui peine à s'extirper des 8 $ et pourtant on avait la sensation qu'il pouvait breakout, notamment avec cette information de Celestia qui a lancé son token, le TIA, et ça se passe plutôt pas mal. J'ai pas revérifié mais on était autour de 2 $ au moment du listing. Il y a même des personnes qui ont pu vendre à 2,30, 2,40, etc. En tout cas, c'est un airdrop qui fait plaisir puisque c'est quelques centaines à quelques milliers de dollars pour les plus chanceux d'entre vous. Et en clôture avec 24e, 25e, ça n'a toujours pas changé. Filecoin et ICP Internet Computer qui reculent de moins 2,40 et moins 5% respectivement. Le Scalpex Index, malheureusement inexploitable ce matin, il est en dérangement, tandis que la map de liquidité, on voit que le bloc pourrait démarrer à 35 300 et on a des gros renfoncements à 36,3, 36,6 et ensuite autour de 38 000 ou juste avant les 38 000. Donc on a pas mal de construction qui est en train de se faire jusqu'à 40. Entre 40 et 42, c'est un peu plus soft et ensuite on a quasiment plus rien. Donc on a la sensation que petit à petit, malgré tout, les shorts sont en train à la fois de s'épuiser et se réorganisent au fur et à mesure que le cours vient les grignoter. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous puisqu'on a la sensation qu'on a un changement effectif de polarité qui est en train de se dérouler et on en verra probablement tous les bénéfices d'ici les prochains mois. La moyenne mobile 50 qui a croisé à l'os, la moyenne mobile 200. Il s'agit du Golden Cross et c'est une bonne nouvelle puisque historiquement ça a tendance à faire remonter les cours. On avait eu un Death Cross, donc croisement baissier début 2023. Malgré tout, ça n'avait pas eu d'impact, mais il y a eu quelques fois, notamment auparavant, comme on l'avait eu début 2022, où ça s'était clairement gâté derrière puisqu'on avait eu le gros du bear market. Donc c'est toujours pas des signaux sur lesquels on peut s'appuyer complètement, mais c'est des signaux qui, pour les institutions, sont des signaux long terme qui sont plutôt intéressants à observer. Après là, le fait de le regarder en journalier et non en hebdomadaire, forcément c'est un peu moins pertinent et c'est pour ça qu'en général, l'intégralité ou quasi-intégralité des analyses techniques que je vous propose en fin d'émission sont en hebdomadaire pour essayer d'avoir un peu moins de faux signaux en ce sens. Comme le disait Miles Dutcher ici, c'est à s'y méprendre par rapport au cycle que nous sommes en train de traverser quand on regarde le psychology sheet de la psychologie de marché. Et c'est vrai que c'est complètement fou de voir qu'on a traversé pile poil les mêmes phases et que là, nous sommes un peu dans ce qu'on appelle le disbelief, le sucker rally comme ils disent. Personne ne veut y croire, ça va mettre très longtemps à switcher du mood dans lequel nous sommes restés plus de 2 ans en mode c'est le bear market, ça remontera pas, on reverra pas la TH, etc. Moi, le premier, j'ai eu parfois le doute de si on reverrait ne serait-ce qu'un jour les 70 000 $ sur Bitcoin. Donc vraiment, le bear market, c'est très dur et très long. Et c'est un ensemble de cycles et de phases qui sont traversés quasi systématiquement par l'intégralité des marchés, puisque là, ça s'applique très bien au Bitcoin et aux cryptos, mais ça peut s'appliquer à tout et n'importe quoi du moment que vous investissez sur un marché. Et on est pile poil en lice ou dans les clous de ce qui s'est passé précédemment. Donc c'est assez fou de se dire qu'à nouveau, peut-être, on aura un cycle exactement comme il l'a toujours fait depuis les 4 ans que sépare chaque halving et depuis, on va le voir dans un instant, une quinzaine d'années pour l'anniversaire du livre blanc du Bitcoin par Satoshi Nakamoto. Vous avez le replay qui est disponible avec Abdelhamid pour YouTube et pour Twitch, donc les deux. Je fais le petit rappel, mais voilà, je pense que pour la majorité qui voulait le voir, vous l'avez déjà vu. Comme le disait Nejan Tropic de Glassnode, ici, on a malgré tout un RSI qui est en surachat, donc attention, toujours en journalier, on pourrait fléchir un peu du côté du BTC. Je vous redonnerai les zones techniques en fin d'émission, mais globalement, voilà, un retour entre 28, 30, 32, ça serait clairement pas du luxe. Ça permettrait aussi aux alts peut-être de respirer un bon coup et aussi de s'exprimer puisqu'on est toujours dans cette attente, bien que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a quelques-uns qui se sont déjà exprimés. On a Apple, même si c'est un peu hors sujet, qui a lancé au cours de la nuit dernière ou avant-dernière une keynote
keynote rapide, c'était une trentaine de minutes pour annoncer les nouveaux processeurs M3, M3 Max et M3 Ultra, si je dis pas de bêtises, qui rentrent dans les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 avec un nouveau coloris très foncé qui a l'air super stylé. Mais là, ils ont quand même réussi quelque chose qui, comme d'hab, est vachement sexy. Et au niveau des processeurs utilisés, ils sont en train de faire un peu le rouleau compresseur. Donc ça en fait d'excellentes machines professionnelles et transportables. Ils ont mis à jour également les iMac en ce sens avec le M3, donc ce nouveau processeur qui est un processeur maison. Pour rappel, Bob Lucas qui nous parlait du mensuel et on a un breakout mensuel effectif et lui vise tout simplement la target proche des 50 000, je dirais 48 000 à peu de choses près. Donc c'est vrai que quand on regarde que ça soit en hebdomadaire ou en mensuel, on a quand même après ce long range ici qui a commencé à compter de mars 2023, quelque chose d'assez extraordinaire qui pourrait se passer ensuite. Ça va être hyper spéculé probablement avant le halving et avant l'approbation des ETF, mais comme je vous disais dans la dernière émission, si on se retrouve à 50 000 au halving / ETF approbation, on risque d'avoir cet effet boomerang d'une correction sous forme de sell the news au moment où tout apparaît, tout est clair, tout est limpide, alors que ça a hyper spéculé juste avant. Un autre petit hors sujet, c'est Squadron 42 qui avait été le jeu solo développé par Chris Roberts et l'équipe de Star Citizen depuis plus de 10 ans. C'est un premier jeu indépendant financé via Kickstarter pour ceux qui ne le connaissent pas, avec un budget pharaonique de 500 millions d'euros. Donc Star Citizen qui est un peu l'Arlésienne des jeux vidéo mais qui petit à petit a l'air de continuer à build et clairement quand on regarde la vidéo ça fait super envie. Starknet qui va airdrop ou libérer du moins pour les early contributors, donc c'est pas forcément pour tout le monde ce coup-ci, c'est pour ceux vraiment qui ont participé activement que ça soit au protocole ou à différentes autres choses, 50 millions de tokens STRK pour donc ces early contributors. J'ai plus la liste en tête de ce qu'il fallait faire mais en gros c'était pas juste utiliser un portefeuille, c'est pas un airdrop grand public. Ceci étant dit, peut-être que derrière il pourrait en venir un, je l'espère en tout cas, ça permettrait de mettre le pied à l'étrier à l'ensemble de la communauté pour le token Starknet qui là aussi si on en suit un peu les bruits de couloir pourrait intervenir sous 1 à 2 trimestres. Donc clairement si on a une vague de hype un peu crypto au premier trimestre 2024, ils seraient en plein dedans, ça serait très positif pour eux. J'avais partagé le petit chart de Atom Cosmos, donc très belle résolution pour un W ici en hebdomadaire sous moyenne mobile 20, ça l'a dépassé et malheureusement pour l'instant on se fait repousser et voilà, la galaxie Atom Cosmos qui a repris des couleurs, on avait Osmosis, on avait quelques autres, je crois que j'avais vu passer Juno et enfin bref, voilà, toute la galaxie Atom élargie qui a bien repris et Atom lui-même qui pour l'instant peine à franchir ses grosses résistances mais qui d'un point de vue technique est plutôt sur un point bas en devenir ici, un joli W sur un support que sur une énième correction, donc vraiment là aussi c'est période de réaccumulation et ensuite on verra ce qu'aura à nous offrir ce bull run. Avec James Seyfarth, donc Valkyrie Funds qui avait déposé pour un ETF spot également qui dépose un amendement par rapport à des demandes de la SEC etc, donc c'est des allers-retours, mais hier il y avait Gary Gensler sur Twitter notamment qui trollait un peu en nous parlant justement du 15e anniversaire du livre blanc du Bitcoin et il y en a plein qui disent que voilà, il ne va plus pouvoir partir éternellement en croisade contre ce tsunami qui est lancé et qui de toute évidence ne s'arrêtera pas. On avait Gabor Gurbax qui nous mettait en avant que le CME est qu'à quelques encablures de passer devant Binance en termes de largest exchange, donc je sais pas si on peut comparer les deux puisque Binance est un échangeur grand public tandis que le CME c'est un truc complètement professionnalisé. Si vous n'avez pas carte blanche vous n'allez pas rentrer directement au CME. D'ailleurs ça me fait penser qu'il y a une news qui est parue autour de ça, pas par rapport au CME mais USDC Circle qui va couper la branche pour les particuliers. Vous ne pourrez plus émettre directement auprès de Circle, la société mère, des USDC si vous êtes un particulier. Donc on voit que petit à petit c'est en train de se professionnaliser et ils n'en ont que faire des retails derrière qui représentent une petite minorité par rapport à ces investissements. Et là le CME qui est en termes de volume effectif d'open interest à 3,56 milliards tandis que Binance était à 3,84. Donc c'est complètement ouf de se dire que pour l'instant c'est des produits dérivés qui sont en train de dépasser complètement les produits spot et c'est pour ça que pour revenir à un certain équilibre on a aussi besoin de TF spot. Dans 15 ans jour pour jour, le 31 octobre hier, c'était la date où vous voyez le jour Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System signé Satoshi Nakamoto sur bitcoin.org, complètement fou, les cypherpunks l'air de gloire
et derrière le développement qu'on l'a connu donc depuis une quinzaine d'années pour le BTC. Ça reste une aventure qui, même hors de toute spéculation d'un point de vue purement philosophique, est extraordinaire et j'espère bien évidemment que pour des années ou des décennies de plus, on verra cette monnaie alternative, cette façon de faire alternative qui a quand même pas mal redistribué en bon nombre de points des cartes. Alors aujourd'hui, quand on parle de BlackRock et tout ça qui sont en train de venir à la table, c'est pas forcément ce qu'on voulait voir, en tout cas dans la vision cypherpunk qui pour beaucoup doivent se ronger complètement le sang, mais d'un autre côté, si on veut que ça se développe complètement et pour passer à un niveau bien plus grand d'adoption mainstream, je suppose que pour les infrastructures, pour la technologie dont on a parlé très largement avec Abdelhamid et d'autres personnes lors du live, effectivement, ça va passer par des investissements structurels massifs. Il va falloir avoir énormément de capitaux, il va falloir capitaliser beaucoup pour qu'il y ait moins de mouvements, plus de sécurité, plus de pertes, plus de wallets, plus de siphonnage, plus de hacks. Enfin voilà, on est encore très très loin d'une situation idéale qui pourrait convenir, on va dire, d'un point de vue d'une adoption mainstream. Et peut-être aussi, c'est ce qui fait que à ce jour, ça prend autant de temps et ça fait 15 ans et peut-être qu'on en a encore pour 10-15 ans supplémentaires. C'est qu'il y a besoin de temps pour développer, il y a besoin de temps pour que la sécurité se fasse, pour que l'acceptation se fasse, puisqu'on est en plein depuis quelques années dans la phase de lutte contre le système traditionnel qui veut voir juste s'éteindre cette finance décentralisée qui est apparue un peu de nulle part. Et c'est tout l'enjeu finalement du système et du monde dans lequel nous vivons actuellement, qui est en train un peu de changer sous nos yeux depuis quelques années désormais et qui j'espère permettra de nous tirer vers le haut au terme de moments qui ont été extrêmement difficiles. Et là je parle au sens large du terme par rapport à notamment la macro qui est en cours et tout ce qui se passe de dramatique au quotidien au travers de la planète. On avait CryptoFuego toujours dans l'intercycle qui nous partageait le fait que sur les 2 cycles précédents, à s'y méprendre, on ressemble une fois de plus à ce qui pourrait advenir. Donc là c'est un comptage en fait en jours et c'est vrai qu'à compter d'octobre on est peut-être rentré dans la phase finale où dans le cycle de 2014 à 2018 on avait eu une petite correction justement à compter du petit 5 ici avant de déclencher le grand rallye entre juin 2016 et janvier 2018. Le cycle de 2017 à 2021 on avait eu le crack Covid au milieu alors que on sentait que au début 2020 ça pouvait partir extrêmement vite. Malheureusement ça a été cut en mars mais derrière avec l'impression monétaire à gogo ça a inondé les marchés. Et là donc est-ce qu'on va faire un truc en une seule fois avec une envolée lyrique pré-spéculative comme je disais tout à l'heure du Bitcoin halving et de l'approbation ETF spot, ou est-ce qu'on fait un truc un peu à la 2020 avec peut-être aussi un signe noir en 2024 qui pourrait venir des marchés traditionnels? On n'est clairement pas à l'abri de tout ça, et un truc un peu plus accidenté comme 2017-2021. Dans tous les cas la finalité reste la même, notre objectif c'est 2025. Je pense que 2024 il y aura du très positif et du pas terrible aussi, mais on aura probablement quelque chose de très intéressant entre la mi-2024 et la mi-2025. Comme disait Monsieur TK, Bitcoin est le seul actif au monde à être chaque jour un peu plus sécurisé, avec un Bitcoin hash rate qui n'a de cesse de monter comme un fou furieux. Donc on est à 493,64 hecta, non je crois que c'est hexa, enfin bref vous me corrigerez dans les commentaires, ça fait beaucoup de zéros après la virgule, et donc le BTC qui est le réseau à la fois le plus décentralisé mais le plus sécurisé, c'est clair, et qui continue de l'être chaque jour un peu plus. On avait Vitalik qui nous a fait un trade des familles par rapport aux différents types de L2, la sécurité, qu'est-ce que ça implique, pourquoi, du comment. C'est assez dense, c'est assez technique et surtout c'est sa vision à lui. Donc clairement pour vulgariser ça, il me faudrait des heures de décortiquage et pouvoir vous en faire une vidéo dédiée. C'est pour ça que je vous partage le trade. Vous faites un petit traduire sur Google ou ailleurs et je suppose que c'est quand même relativement compréhensible en quelques points, mais pas l'intégralité. Il y a même des trucs où parfois c'est trop complexe par rapport à ce que lui peut apporter. Il y a quelques endroits où c'est un peu trop complexe à mon goût, mais c'est tout à fait normal, hein. On ne peut pas réfléchir
réfléchir comme Vitalik à la place de Vitalik. Ça, voilà, il y a des personnes qui ont une intelligence comme ça, qui sont douées d'une intelligence complètement hors norme. Si je dis pas de bêtises, il l'avait révélé lui-même. D'ailleurs, il est autiste Asperger, comme l'est d'ailleurs Elon Musk. Donc, ils ont une façon de réfléchir qui est parfois asymétrique à une personne qui ne l'est pas, et Asperger justement, et qui leur permet dans des domaines spécifiques de progresser à la vitesse de la lumière. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé par rapport aux cryptos. C'est ce qu'on peut appeler vulgairement un génie. Valentin Demey, les 2 Tera de data bientôt transformés en épisode pilote sur YouTube. C'est l'envers du décor de l'entrepreneuriat au travers de JoinCube pendant 1 an. Et c'est leur monteur YouTube donc de Cryptost, Simon. Voilà, si un jour vous cherchez un monteur, je ne l'ai jamais testé moi-même, mais clairement, vu que petit à petit, il faut que je délègue de plus en plus d'opérations autour de CM, peut-être qu'un jour, voilà, j'essaierai de faire un test avec lui, parce qu'il a l'air vachement calé ici sur Final Cut. On a CryptoGoku qui nous disait que 80% des adresses Bitcoin sont bénéficiaires depuis le passage des 34 000. Ça, c'est quelque chose à prendre en considération aussi de votre côté, puisque 40 millions d'adresses BTC qui sont en profit, clairement, c'est des moments où il y a des prises de profit historiquement. Donc, c'est un nouveau record historique. On va voir ce que ça va donner, mais voilà, au-dessus de 34 000, vous savez qu'il y a 80% d'adresses qui sont dans le vert, et c'est ce qui a tendance à déclencher pas mal de prises de profit. The Block qui disait que BlackRock cherche des liquidity providers pour son ETF spot, donc principalement ça devrait passer par Coinbase et notamment toute la branche institutionnelle, mais il faut aussi du market making derrière, donc on va voir à qui ils vont s'adresser. Tandis que Unfolded, et ça sera la dernière info du jour, nous partageait qu'en octobre, on a quasi frôlé les 32 milliards d'AUM, Assets Under Management, donc les fonds sous gestion, si on fait un agrégat pour les échanges, plus les trades OTC, et c'est la première fois depuis juillet qu'on a renversé la polarité, puisque août et septembre, on était sur une déclinaison de ça, et je suis vraiment curieux de voir d'ici au prochain cycle haussier, lorsqu'on atteindra des chiffres stratosphériques, à combien on pourra venir sur ce genre de ratio qui, à mon avis, se feront complètement exploser à la hausse. 1248 milliards ce matin, on travaille au-dessus de la moyenne mobile 100, on est arrêté pile poil sur cette zone de polarité des 1245-1250. Si jamais ça franchit, eh bien on pourra monter beaucoup plus haut. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de se faire un bon petit Fibo des familles pour voir où nous en sommes par rapport au point haut et le point bas que nous avions eu précédemment à 730 milliards. Et on voit qu'on est tout juste en train de toucher le 0,236. Du moins, on l'a pas encore tout à fait touché. Il est à 1268. On a le 0,382 qui est à 1600 milliards. Puis le 0,5 à 1870. Et enfin, le 0,618 qui est un des retracements les plus majeurs pour le marché crypto, 2140 milliards. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui est de l'ordre du possible si on se met à verticaliser à fond et à attaquer quelque chose de parabolique. Mais après, ça voudrait dire qu'on fait un pré-cycle avant le cycle officiel, et c'est quelque chose qui risque aussi de pas mal le ralentir. Donc je suis vachement curieux et dubitatif de voir ça. Personnellement, si on chopait déjà le 0,382 avant le halving, c'est-à-dire 1600 milliards, ça fait pas énorme, mais c'est déjà beaucoup en termes de capitalisation. Ça fait rajouter à peu près 400, ça nous ferait en termes de pourcentage une trentaine de pourcents, donc ça n'est pas rien pour la capitalisation. Ça serait déjà énorme à mon sens, le tout avec une Bitcoin dominance qui continuerait de progresser, blablabla, et ensuite on aurait peut-être un semblant d'alt season. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile de se dire que avant le halving ou avant un catalyseur d'approbation ETF qui entraînera par nécessité des achats au spot de Bitcoin. Voilà, je reste quand même un peu sur cette défensive, et malgré tout, on a quelque chose qui est en train de se réaliser ici qui, d'un point de vue technique, ne laisse plus de doute à l'horizon. On a fait notre bottom, on a une énorme tasséance qui est en devenir ici. Je vous la trace si vous la voyez pas, elle est quasi parfaite par rapport à ce qu'on voit dans les bouquins de Chartim, etc. D'ailleurs, on doit être pile poil, vu qu'on était revenu tester la médiane plusieurs fois, les fameux 25 000 du côté de Bitcoin et les 980 milliards. On est revenu travailler la moitié de ce grand range sans jamais repartir au sud, donc ça c'est très positif aussi. On va voir ce que ça va donner ensuite, mais pour l'instant, bon endroit, bon moment, bon mood pour le marché crypto, donc prions pour que ça continue de durer le temps que effectivement les choses un peu plus officielles viennent à s'officialiser, si je puis dire. 575 milliards du côté du crypto total des alts, on est bien
bien moins en avance que le crypto total incluant Bitcoin, et normal puisque c'est BTC qui a lead depuis quelques mois. On est sous la moyenne mobile 200 qui se trouve à 600 milliards. On a un petit stop ici avec la trend à 635 et ensuite on va pas tarder à avoir cette jonction avec la moyenne mobile 100 et la zone de sortie précédente autour de 665 à 675 milliards. Le Bitcoin lui-même qui est en train de travailler une très grosse zone de polarité puisque ici on avait eu pas mal de mèches par le passé, on a eu une belle zone de travail. Dans tous les cas, qu'on franchisse les 35 pour aller à 38,40 en une seule bougie énorme avec de nouveau de l'hyperspéculation, le RSI qui est déjà très haut et tout ça, ou qu'on vienne s'appuyer un peu plus bas sur 32 000 dans un premier temps, et si on vient un peu plus profondément, on a les 30 000 et encore plus profondément, on a les 28 500 avec toutes les moyennes mobiles qui se croisent ici. Voilà, je suppose que désormais la volatilité est à l'avantage du clan haussier, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de la volatilité temporaire à la baisse, mais ça veut dire que le renversement de polarité est bel et bien là sous nos yeux. Le SP500 qui essaie de se raccrocher aux branches, donc on avait un point bas la semaine dernière à 4100, backtest de la zone de sortie à 4200, ce qui nous tend les bras finalement, si ça vient à ne pas tenir et à être repoussé à nouveau, c'est les 3946 qui constituent la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Le gold pour sa part hésite à 2000 $, en recul à 1980 $ l'once, tandis qu'Ether est à 1800 ce matin, donc belle défense des 1005, là on transpirait à mort, on était en train de casser un biseau par le bas, c'était pas terrible, et malgré tout, comme je dis souvent, c'est la main invisible qui nous rattrape quand on s'y attend pas, et on est de retour à 1008, on a la moyenne mobile 100 à 1933, et le haut du range avec la trend à 2100, 2150, qui nous permettra de véritablement nous extirper plus tard pour Ethereum. Le dollar américain, le DXY, qui n'est toujours pas baissier, il est dans un range à 106,68. J'ai vu des personnes dire oui, ça y est, le DXY va commencer à s'infondrer. Peut-être que c'est en devenir, mais pour le moment, ça n'est pas acté. Il faudrait déjà repasser sous les 105 et venir chercher toutes les moyennes mobiles ici autour de 103,7. Donc on n'est clairement pas baissier pour l'instant pour le dollar américain, et c'est ce qui fait que tout est si haut, et notamment les obligations, tout ce qui a trait aux bénéfices de cette hausse de taux de la Fed. C'est pour ça que les marchés sont en train de se demander à quelle sauce on va être mangé derrière. Et 54% pour la Bitcoin dominance qui est aussi en train de toper après 10 semaines de hausse consécutive. Alors c'est peut-être un simple top local, mais juste en retour ici à 50%, voire un peu plus bas à 49%. Inutile de vous dire que ça serait enfin de l'argent qui rentrerait un peu du côté des altcoins, en espérant aussi que ça soit pas juste une prise de profit globale, chose à laquelle on peut tout à fait être exposé. Donc je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de mois, puisqu'on attaque ce nouveau mois de novembre. Historiquement, octobre et novembre sont des bons mois pour le marché crypto. Si jamais on avait un mois de novembre aussi vert que ce qui a été offert en octobre pour le marché crypto, clairement, je pense qu'il ne serait pas déconnant de prendre des petits profits intermédiaires de cours de route, puisque derrière, entre décembre et le début d'année, ça pourrait enclencher un retracement. La seule question qui demeure finalement à l'aube de ce premier trimestre 2024, c'est est-ce que ça hyper spécule avant? Est-ce qu'on vient de taper 50 000 $ sur Bitcoin avant le halving? Et si tel était le cas, derrière, je pense qu'effectivement, on peut avoir un gros retracement. Si, à contrario, ça vient à ne pas arriver et qu'on continue de faire l'escalier tel qu'on l'a fait depuis début 2023, là, peut-être qu'on pourra véritablement enclencher quelque chose d'un peu plus chaud au premier trimestre 2024, mais ça reste super sujet à ce qui se passe en direct sur les prochaines semaines, et on n'est pas à l'aube effective d'avoir à tout moment quelque chose qui nous tombe sur le coin du pied, puisque tant que les grosses décisions ne sont pas derrière nous et qu'on n'a pas passé le halving, franchement, voilà, je préfère être dans la retenue que dans l'arrogance de se dire ça y est, to the moon, et tout le monde va être content et tout le monde va être riche. Vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça, donc restons terre à terre, laissons le marché nous surprendre positivement, comme je dis souvent, et c'est ainsi qu'en général tout se passe plutôt pas mal quand on a ce recul nécessaire sur l'actualité, sur les cours, sur un peu tout ce qui se passe autour, pour ensuite se concentrer sur le plan que l'on s'était fixé. Et d'ailleurs, je ne peux que vous encourager à aller voir la vidéo sur le fameux DCA. Très bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao.